Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 24e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur la nouvelle proposition de sanctions de la Commission à l'égard de la Russie, sur l'adoption des sanctions par les 27 d'une surtaxe sur les engrais russes et biélorusses et sur la relance du projet d'adhésion de l'UE à la Cour européenne des droits de l'homme. Dans le club des 27, le gouvernement Meloni ressort vainqueur des 5 référendums, le gouvernement Tusk gagne la confiance du Parlement, l'Autriche a été touchée par une fusillade dans un lycée et l'Espagne est secouée par un possible scandale de corruption au sommet de l'État. Et chez nos chers voisins, l'opposition serbe continue son bras de fer avec Alexander Vucic et plusieurs nuits d'émeutes ont secoué Ballymena en Irlande du Nord. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. International, la Commission propose un 18e train de sanctions. Face au manque de réelles propositions pour une paix durable de la Russie, la Commission européenne tente de mettre la Russie sous pression. À plusieurs reprises, la Russie a tout fait pour ne pas adopter de cessez-le-feu total pour procéder à des pourparlers de paix, ce qui est de coutume en droit international. Lundi 9 et mardi 10 juin, la Russie continuait de pilonner Kiev et Odessa, faisant encore des victimes civiles. Pour tenter de tordre le bras du Kremlin, la Commission européenne veut baisser le plafond du prix du baril de pétrole russe à 45 dollars. Pour que cette mesure soit efficace, il faudra que le G7 s'accorde sur ce prix. Le sommet a lieu du 15 au 17 juin. Nous devrions très vite savoir si l'administration Trump démontre une réelle volonté de sanctionner la Russie, ce dont on peut douter puisque le secrétaire d'État Marco Rubio a félicité la Russie pour sa fête nationale cette semaine de façon très cordiale. Le pétrole russe assure encore des revenus confortables à la Russie puisque cela représente encore un tiers de ses revenus. En plus d'un nouveau plafond, la flotte fantôme continue d'être ciblée avec 77 bateaux qui s'ajoutent aux 342 déjà sur liste noire, ce qui veut dire que ces bateaux n'auront ni accès au port, ni accès aux services maritimes européens, occasionnant des surcoûts de transport pour les navires. Et pour couronner le tout, la Commission propose d'interdire les produits pétroliers raffinés d'États tiers à partir de pétrole russe. Pour l'instant, la Commission ne propose pas de sanctions sur le gaz naturel liquéfié russe parce que les 27 sont très divisés sur le sujet. En dehors du pétrole, l'exécutif européen veut couper l'herbe sous le pied de la Russie en voulant inscrire dans les sanctions une interdiction de transactions avec Nord Stream 1 et 2. Des entreprises russes étaient en train de relancer le projet de transfert de gaz dans les prochains mois. Côté bancaire, la Commission européenne compte doubler le nombre de banques russes sur liste noire pour le système interbancaire SWIFT. Actuellement, 23 établissements bancaires sont sous sanction, 22 seraient ajoutés à cette liste. Et enfin, l'exécutif européen veut interdire l'exportation vers la Russie de nombreux produits comme les métaux, les produits chimiques et les plastiques. Un obstacle pourrait se dresser sur la route de la Commission, la Slovaquie. La semaine dernière, le Parlement slovaque a voté une résolution pour donner mandat au gouvernement de refuser toute nouvelle sanction à l'encontre de la Russie qui porterait préjudice à la Slovaquie. Plusieurs fois, le Premier ministre Robert Fico a menacé de ne pas voter les sanctions, mais s'est toujours rangé derrière les autres. Aujourd'hui, il pourrait faire valoir que l'interdiction d'importation des combustibles nucléaires russes pourrait porter préjudice à sa production d'électricité. International encore, les 27 votent la surtaxation des engrais russes et biélorusses. Jeudi 12 juin, le Conseil de l'UE a voté la surtaxe sur les engrais russes et biélorusses à partir du 1er juillet. L'objectif est clair, réduire la dépendance aux engrais russes et biélorusses. La surtaxe sera progressive pour atteindre des prix prohibitifs en 2028. Au 1er juillet, la surtaxe sera de 6,5% avec une taxe de 40 à 45 euros. En 2024, l'UE importait 6,2 millions de tonnes d'engrais russes
un chiffre qui s'élève déjà à 3 millions de tonnes pour 2025, ce qui représente un quart des importations européennes. L'autre but de cette surtaxe est de priver la Russie de revenus. Une nouvelle qui réjouit les producteurs européens qui dénoncent une concurrence déloyale des engrais russes. Les syndicats agricoles, au contraire, s'inquiètent de l'augmentation des prix des intrants et de la moindre efficacité des autres engrais. Pour répondre à cette inquiétude, la Commission assure qu'elle peut suspendre les taxes des autres pays producteurs de manière temporaire pour éviter tout impact économique. Mais à long terme, l'Union européenne ambitionne d'être complètement souveraine sur les engrais. Droits de l'homme, l'Union européenne relance le projet d'adhésion à la CEDH. C'est un serpent de mer depuis le traité de Lisbonne en 2009. En 2009, tous les États de l'UE ont ratifié le traité de Lisbonne et celui-ci dispose que l'Union européenne doit devenir membre de la Cour européenne des droits de l'homme. Jeudi 12 juin, les ministres de la Justice des 27 se sont réunis pour faire avancer les discussions. Le Danemark et l'Italie mènent pourtant une fronde contre la CEDH qui, d'après eux, a une lecture extensive de l'article 3 sur les traitements inhumains et dégradants. Ce sont en tout 9 États membres qui ont signé une lettre ouverte demandant à la CEDH de trouver un équilibre entre protection des droits et souveraineté politique des États. Le Conseil n'avait pas prévu de vote, mais voulait faire avancer le dossier sous l'impulsion de la présidence polonaise pour pousser la Cour de justice de l'Union européenne à rendre un avis favorable. En 2014, la CJUE avait estimé que l'adhésion de l'UE à la CEDH était incompatible avec les traités européens. En sous-texte, on pouvait lire que la CJUE ne pouvait pas accepter une juridiction plus haute qu'elle et extérieure à l'Union européenne. Pourtant, la CJUE et la CEDH travaillent main dans la main depuis des années afin d'avoir une jurisprudence harmonisée sur les droits de l'homme. Le commissaire européen à la justice, Michael McGrath, indique qu'il prépare la demande d'avis à la Cour de justice de l'Union européenne. Un avis qui pourrait être rendu dans les 18 à 24 mois. Passons désormais au Club des 27. Italie. Le gouvernement Meloni ressort gagnant des 5 référendums. Dimanche 8 et lundi 9 juin, jusqu'à 15 heures, se tenaient 5 référendums. 5 référendums portés par l'opposition et qui avaient reçu les 500 000 signatures nécessaires il y a quelques mois. 4 référendums portés sur le droit du travail avec une demande du renforcement des droits des salariés licenciés abusivement, la suppression du plafond d'indemnisation des petites entreprises, la lutte contre les abus liés au CDD et le rétablissement de la responsabilité solidaire des entreprises en cas d'accident du travail. Le dernier référendum portait sur l'abaissement de la condition de résidence pour accéder à la naturalisation à 5 ans au lieu de 10. Les référendums en Italie requièrent d'atteindre le quorum de 50% de participation plus une voix. La participation ne s'est élevée qu'à 30,6%, rendant de facto les référendums invalides. Il faut dire que le gouvernement n'avait pas fait du tout campagne pour amener les électeurs aux urnes. Giorgia Meloni a indiqué s'être rendue dans son bureau de vote, mais s'est abstenue, ne faisant pas grimper la participation. Le parti Forza Italia avait clairement invité ses sympathisants à aller à la plage. Pour le peu de votants qu'il y a eu, 80% s'étaient prononcés pour les réformes du droit du travail et 65% en faveur de la loi sur la citoyenneté. La réforme pour la citoyenneté aurait pu profiter à 2 millions de personnes, mais le président de la Ligue, Matteo Salvini, déclarait que la nationalité italienne se méritait et que 5 ans de résidence est trop peu. Les 3 partis du gouvernement ont réagi triomphalement, considérant que les référendums validaient la politique du gouvernement. Dans l'opposition, les divisions ont été visibles, notamment chez les sociodémocrates du Parti démocrate, qui n'a pas su se mettre d'accord sur les référendums sur le droit du travail. Au Parti 5 étoiles, il n'y avait carrément pas de consigne de vote. Aujourd'hui classé à gauche,
Le parti 5 étoiles s'était un temps allié à la Ligue lorsqu'il dirigeait le gouvernement. Il y avait donc certainement chez leurs membres la volonté de ne pas voter pour le référendum sur la citoyenneté. Dans les deux camps, on réclame une réforme des référendums. À droite, on plaide pour une augmentation du seuil de signature en justifiant que de tels référendums coûtent beaucoup d'argent, surtout pour envoyer des bulletins aux Italiens de l'étranger qui reviennent vierges. L'opposition réfute cet argument en disant que le fiasco des centres de rétention en Albanie coûte bien plus cher pour zéro résultat. À gauche et au centre, on plaide pour l'abolition du quorum, qu'ils considèrent comme un obstacle structurel à la participation. Pologne, accusation de fraude à la présidentielle et un vote de confiance gagné pour Tusk. Un écart de 370 000 voix, il faut dire que c'est suspect. Des signalements ont été faits lors du scrutin qui s'est tenu le 1er juin et des dysfonctionnements ont pu faire en sorte que des voix aient été transférées d'un candidat à l'autre. La coalition gouvernementale réclame une enquête approfondie pour faire la lumière sur ces dysfonctionnements. La Commission électorale nationale avait dans un premier temps prévu de se réunir lundi 9 juin, mais elle a finalement annulé sa réunion. La commission ne s'est réunie que mercredi pour pouvoir transmettre le certificat d'élection à Karol Nawrocki. Il revient donc à la Cour suprême de faire le travail. Elle validera ou non les résultats du scrutin. Les Polonais ont jusqu'au 16 juin pour déposer un recours et lundi 9, il y en avait 28 qui étaient déjà déposés pour contester l'intégrité du scrutin. La Cour suprême devra trancher le 6 août sur l'ensemble de ces recours. Malgré tout, le président de la Diète, Szymon Hołownia, ne pense pas que les recours changeront fondamentalement l'issue du scrutin. Autre anecdote concernant le scrutin, d'après l'Institut Ipsos, 47,2% des femmes ont voté pour Karol Nawrocki, alors que le droit à l'avortement était aussi un des enjeux du scrutin. Un signe que la croyance religieuse reste un des puissants vecteurs de vote chez les Polonaises. Autre fait de la semaine, Donald Tusk avait mis en jeu son gouvernement devant la Diète avec un vote de confiance qui a eu lieu mercredi 11 juin. L'objectif était aussi de vérifier la cohésion entre les différents partenaires de la coalition. Finalement, pas une voix n'a manqué, l'ensemble des 243 députés de la coalition ont voté en faveur de la confiance. Le PIS, Confederacja et le parti d'extrême gauche Razem ont cumulé 210 voix contre. Un moyen de rappeler la légitimité de ce gouvernement après l'échec à la présidentielle. Mais les tractations qui ont eu lieu entre le deuxième tour de la présidentielle et le vote de confiance ont montré des frictions, notamment avec le parti des paysans polonais, le PSL, réputé plus conservateur et qui veut pousser pour une politique migratoire plus dure. Le PSL a même poussé pour que son leader, le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, devienne Premier ministre, inconcevable pour Tusk et les autres partenaires de la coalition. Seule victoire lors de ces tractations, le parti Pologne 2050 a obtenu de la coalition le maintien de Szymon Hołownia au perchoir, alors qu'il devait alterner à mi-mandat avec le leader de la nouvelle gauche, Włodzimierz Czerzasty. Un nouveau président, une confiance renouvelée dans le gouvernement, reste à savoir désormais comment se comportera Karol Nawrocki dans les prochains mois. Il avait prévenu que sa mission était de faire chuter le gouvernement Tusk, mais il ne dit pas non plus amen à tout ce que lui dit Jarosław Kaczynski, le leader du PIS. Il entend bien mener sa barque comme il l'entend, et il se dit en coulisses qu'il aurait bien plus d'ambition politique que Andrzej Duda, son prédécesseur. De quoi augurer un virage encore plus droitier pour le PIS. Autriche, une fusillade dans un lycée à Graz. Mardi 10 juin, une fusillade a éclaté dans un lycée au nord de Graz, dans le land de Styrie, au sud-est de l'Autriche. La police a été alertée à 10 heures et le lycée a été entièrement évacué à 11h30. La fusillade a fait 10 victimes, dont un Français de 17 ans.
L'assaillant avait 21 ans, il portait avec lui un fusil de chasse ainsi qu'un pistolet. Il aurait été un ancien élève de ce lycée privé où il a mis fin à sa scolarité à 17 ans avant de pouvoir passer son baccalauréat. Après avoir fait 10 victimes dans la salle de classe où il avait étudié, il a mis fin à ses jours dans des toilettes de l'établissement. D'après les premiers éléments, il aurait été victime de harcèlement au sein de l'établissement, mais la police autrichienne se refuse à commenter tant que le mobile n'est pas connu. L'auteur des faits a laissé une lettre d'adieu à ses parents à son appartement. Lors de la perquisition à son domicile, une bombe artisanale non fonctionnelle a été découverte. La fusillade a provoqué un tel choc que plusieurs chefs d'État et de gouvernement européens ont témoigné de leur solidarité avec l'Autriche. Le chancelier Christian Stocker a décrété 3 jours de deuil national pour rendre hommage aux victimes. Même si l'ensemble du paysage politique autrichien s'est refusé à polémiquer le temps du deuil, le débat sur le port d'armes risque bien de revenir sur la table. L'assaillant possédait les 2 armes légalement. En Autriche, il y a 30 armes pour 100 habitants, ce qui donne un total d'1,5 million d'armes détenues légalement par 375 000 Autrichiens. Aussi, c'est la première fois qu'un tel événement se passe en Autriche. L'an dernier, il y a eu de tels événements en Serbie et en République tchèque. L'Autriche figure dans le top 10 du Global Peace Index, qui classe les pays selon leur sûreté. Les écoles en Autriche sont ouvertes sur l'extérieur et les législateurs procéderont peut-être aussi à un changement de paradigme. Espagne. Le gouvernement embarrassé par une affaire de corruption. Santos Cerdán. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est peut-être l'homme qui va faire tomber le gouvernement espagnol. Député du Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, le parti du Premier ministre Pedro Sánchez, dont il était le numéro 3, est mis en cause dans une affaire de corruption qui impliquait déjà le bras droit de Pedro Sánchez. Sa démission est consécutive à un rapport de la brigade anticorruption déclassifié par la Cour suprême espagnole, publié jeudi matin, qui parle de l'existence d'indices concordants sur la possible participation de Santos Cerdán dans l'attribution indue d'un marché public sur lequel il aurait perçu une commission. Il aurait été complice de l'ancien ministre José Luis Ábalos, soupçonné dans cette affaire d'avoir perçu une commission sur l'achat d'équipements sanitaires pendant la crise sanitaire du Covid-19. Santos Cerdán a démissionné pour éviter d'éclabousser le gouvernement et de répondre sereinement aux questions de la justice espagnole. Il continue de clamer son innocence. Autre enquête en cours, celle sur Begoña Gómez, l'épouse du Premier ministre, accusée de corruption et de trafic d'influence. Mais le juge qui a lancé la procédure est accusé d'être un proche de l'extrême droite. Et David Sánchez, le frère du Premier ministre, est lui aussi visé par une procédure en cours pour trafic d'influence. Avec un nombre d'affaires aussi élevé dans l'entourage du Premier ministre, la question de sa probité est remise en cause. Un contexte qui profite au Partido Popular, qui a organisé des manifestations dans tout le pays dimanche 8 juin pour dénoncer la supposée corruption du Premier ministre et de son entourage. Pedro Sánchez nie avoir été au courant. Santos Cerdán était l'architecte de l'accord avec les partis indépendantistes sans qui le gouvernement ne serait pas en fonction aujourd'hui, notamment avec Junts per Catalunya, le parti de Carles Puigdemont. Pedro Sánchez accuse la droite et l'extrême droite de monter ses affaires en épingle pour faire tomber le gouvernement, alors que lui plaide la bonne foi et celle de son entourage. Pour démontrer la bonne foi du PSOE, Pedro Sánchez demande un audit externe du parti pour démontrer que l'affaire Cerdán n'est pas le fruit d'une corruption systémique au sein du parti. Le parti d'extrême droite Vox veut présenter une motion de défiance à l'encontre du gouvernement. De l'autre côté de l'échiquier politique, le Partido Popular a lui aussi connu ses affaires de corruption sous Mariano Rajoy, battu par Pedro Sánchez lors d'une motion de défiance constructive justement sur ces affaires de corruption en 2018.
Est-ce à dire que Vox peut grappiller des parts de marché étant donné que les deux partis de gouvernement ont été entachés de scandales? Seul l'avenir le dira. Pedro Sánchez l'assure, il n'y aura pas d'élection législative avant 2027, mais avec un soutien précaire des partis indépendantistes qui en demandent toujours plus, les partenaires de Sumar qui reprochent au PSOE de soutenir une augmentation du budget de la défense, et la droite et l'extrême droite qui instrumentalisent chaque fait politique pour demander la démission de Pedro Sánchez, nous sommes en droit de douter de sa longévité. Jusqu'à maintenant, il est parvenu à se maintenir au prix d'énormes concessions à ses partenaires, mais si les scandales venaient à confirmer son implication, pas sûr qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Serbie, des municipales partielles qui continuent de bousculer le pouvoir. Dimanche 8 juin, il y avait de municipales partielles à Kosjerić et à Zaječar. Ces deux scrutins anticipés sont les premiers depuis la catastrophe de la gare de Novi Sad qui a eu lieu le 1er novembre 2024. À Kosjerić, ville de 10 000 habitants, le président Aleksandar Vučić a revendiqué très vite la victoire pour son parti, le Parti progressiste serbe, le SNS, d'après, je cite, les registres officiels de la commission électorale. Fin de citation. Le SNS aurait récolté 3 686 voix, soit un peu plus de 50% des voix, contre 49,3% pour la liste d'opposition unie pour Kosjerić, soutenue par le mouvement étudiant. La participation était de 84% contre 73% en 2021, date du dernier scrutin. À Zaječar, ville de 40 000 habitants, l'écart est plus important, avec 48% pour le SNS contre 38% pour la liste d'opposition principale, soutenue par le mouvement étudiant. L'opposition réclame l'annulation des deux scrutins sur base de rapports des observateurs électoraux qui ont signalé de nombreuses irrégularités. Les incidents graves ont touché 86% des bureaux de Zaječar et 55% des bureaux de Kosjerić. Dans les deux villes, il y a eu des rassemblements spontanés pour défendre la victoire de l'opposition. Une bousculade a eu lieu entre manifestants et police anti-émeute à Kosjerić. À Belgrade et Novi Sad, des rassemblements se sont tenus pour célébrer la victoire de l'opposition et dénoncer les fraudes électorales. L'opposition demande le recomptage des bulletins. Dès le lendemain, les professeurs d'université belgradois ont bloqué l'un des carrefours les plus importants de Belgrade, donnant accès aux principaux ministères ainsi qu'au bureau du Premier ministre. Ils manifestent contre la nouvelle loi sur les universités qui prévoit de faciliter l'installation d'universités privées, un moyen pour le pouvoir de définancer les universités publiques et mettre fin à la contestation au sein des universités. C'est tout l'inverse des revendications des étudiants depuis le début du mouvement, c'est-à-dire l'augmentation du budget des universités, l'augmentation du nombre de places et un droit d'inscription réduit. Même si la contestation serbe fait moins de bruit ces derniers temps, elle continue d'exister. Irlande du Nord, émeute raciste à Ballymena. Lundi 9 juin, deux adolescents d'origine roumaine sont inculpés pour une tentative de viol sur une jeune fille dans la ville nord-irlandaise de Ballymena, une ville de 31 000 habitants. Un fait divers qui a donné lieu à un rassemblement en soutien à la victime. Mais au fil du rassemblement, des hommes cagoulés se sont joints à la foule et ont commencé à s'en prendre à la police et à tenir des propos racistes dans une ville avec une forte population immigrée. 15 policiers ont été blessés et les émeutiers s'en sont pris à des maisons dans un quartier réputé à forte concentration de population immigrée pour mettre feu à leur habitation. Ce n'est pas sans rappeler les émeutes qu'il y a eu en Irlande l'an dernier ou dans toute l'Angleterre l'été dernier, après les meurtres de plusieurs jeunes filles à Southport. L'origine étrangère des accusés est le catalyseur d'une violence sourde et arbitraire avec des motivations ouvertement racistes et xénophobes. Les fauteurs de troubles s'en sont pris à la police avec des bouteilles, des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov, ce à quoi la police a répondu avec un canon à eau. Les émeutes se sont reproduites le lendemain soir.
Mercredi, 6 personnes étaient en garde à vue pour violences et troubles à l'ordre public. Des violences qui se sont étendues à Belfast, Carrickfergus et Newton Abbey. La popularité progressive de Reform UK à travers tout le royaume n'y est certainement pas étranger. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 23e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.